Quand je vois la motivation des militaires, des soldats, parce que chaque famille a un fils, un petit-fils, un arrière-petit-fils à l'armée. Ils sont prêts non seulement à défendre Israël, c'est faire en sorte que Israël survive et vive. Il y a des pays qui peuvent accepter ou qui peuvent survivre à une défaite militaire. Israël ne peut pas. S'il y a une défaite militaire en Israël, on sera tous égorgés. Yaakov Weissman, bonjour. Bonjour. Alors merci, bonjour à vous. Merci de nous recevoir à l'endroit où on vous a accueillis après avoir été évacué de Netiv HaShara. Netiv HaShara, exactement. Netiv HaShara qui se trouve à la frontière nord de la bande de Gaza. Et ma femme et moi avons été accueillis ici à Palace Modine, bras ouverts, en tant que réfugiés. Alors, réfugiés, mais vous êtes surtout un survivant de la Deuxième Guerre mondiale, puisque vous avez été enfant caché, vous avez survécu au nazisme et survivant de l'attaque du 7 octobre. Comment ça s'est passé pour vous? Comment vous avez fait pour en échapper? Dès 6h du matin, 6h10, des roquettes, des alertes. Tseva Adom, couleur rouge, donc c'est l'alerte qui est donnée au Moshav. Et quand l'alerte sonne, donc on doit aller à l'abri, au Mamad. Un abri qui a été construit il y a quelques années avec l'encouragement du Misrad HaBitaron de l'armée et du gouvernement. Portes blindées, fenêtres blindées, tout blindé, etc. Quelques minutes après, une autre alerte, et on entend des coups de feu à l'intérieur du Moshav. C'est-à-dire qu'il y a pénétration des forces ennemies, et le groupe d'intervention du Moshav, ce qui s'appelle chez nous Kitat Konenut, est en alerte et riposte. Vous avez entendu ça du Mamad, de votre pièce blindée? Non, vous avez entendu? Les directives étaient de sortir du Mamad, d'y rentrer seulement quand il y a une alerte. Chaque membre du Moshav qui a une arme, de sortir l'arme du coffre-fort, parce que l'arme doit être gardée dans un coffre-fort, de sortir l'arme, de garder l'arme à proximité et de surveiller les fenêtres, de boucler la maison et de surveiller les fenêtres pour voir si le Hamas ne s'approche pas de la maison. C'était déjà arrivé, ça, des incursions Non, mais par contre, dès l'instant où on a su au Moshav qu'il y avait des tunnels qui étaient creusés, et même on avait découvert, passé un temps, je ne me souviens pas en quelle année, qu'un tunnel, la sortie d'un tunnel était tout près du Moshav Netiv HaShara, la peur au Moshav, c'était de se retrouver en face d'une invasion terrestre armée du Hamas. Et on n'était pas préparé à ça parce que ni l'équipement de l'équipe d'intervention Kitat Konenut n'était pas à la hauteur. Et non seulement ça, mais depuis quelques années, depuis que Bougie Ya'alon était chef d'état-major, il avait décidé que dans les Moshav et les kibbutz tout autour de la bande de Gaza, au lieu qu'il y ait en stationnement des soldats, des combattants, il y aurait seulement des militaires. La différence, c'est que des combattants, c'est des soldats qui sont aguerris à la guerre, qui ont une certaine expérience, et d'autres militaires qui viennent juste de faire leurs premières armes, qui sont plutôt dans les bureaux, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que le 7 octobre, au Moshav, il devait y avoir 5 soldats. Seulement, ils étaient seulement 3 soldats qui étaient inexpérimentés. Et quand les coups de feu ont commencé à être entendus, ces 3 soldats qui étaient à l'intérieur du Moshav n'ont pas bougé. Ils sont restés calfeutrés chez eux, l'arme à la main, sans rechercher l'ennemi. Alors que la Kitat Konenut, chez nous, était organisée et a commencé à sortir et à s'affronter avec le Hamas. C'est eux qui ont sauvé le Moshav parce que, bien sûr, il y a eu des victimes. Alors, je crois qu'il y a eu 20 personnes qui sont mortes. Alors, parmi ces 20 personnes, il y a eu 6 membres de la Kitat Konenut, de l'équipe d'intervention qui sont morts. Ils vous ont sauvé. Et oui,
Ce qui s'est passé, c'est que Moshav natif à Sarah a été attaqué par le Hamas qui est venu par les airs avec des parachutes. Ces parachutes tels qu'on a vu à la télévision, c'est avec un moteur et une espèce de petite charrette comme ça à 2 roues avec deux combattants, 2 terroristes. Est-ce que vous êtes très près en fait? Vous êtes vraiment frontalier? Oui, oui, tout à fait. Vous êtes à quelques centaines de mètres? Tout à fait. Et donc ils ont atterri, on ne sait pas encore s'il y avait entre 3 et 6 appareils comme ça, qui ont atterri à l'intérieur du Moshav. Un des membres du Moshav qui est responsable de la sécurité à la Moatza, normalement ce Shabbat il devait sortir faire une balade en moto avec des copains. Et il sort, il entend du bruit, il regarde et il voit ces appareils qui s'approchent du Moshav. Aussitôt il a donné l'alerte, puisqu'il était responsable de la sécurité, il a donné l'alerte à tous les responsables de la sécurité dans toute la région. Mais pour nous, c'était trop tard. Ils ont déjà atterri. Et je sais que, par exemple, un de ces appareils a atterri pas loin de chez moi, à côté de là où habite ma fille, qui habite à 30 mètres de ma maison. C'est eux qui ont commencé à ouvrir le feu et à tuer les gens. Alors chacun, et ce même jour, je ne savais pas ce qui se passait. Simplement, il y avait des coups de feu. Ça a duré jusque vers les 4 heures de l'après-midi. À 4 heures de l'après-midi... Vous étiez pendant ce temps-là dans le Mamad, avec maison, votre revolver? Avec mon revolver et en scrutant les alentours. Interdit de sortir, interdit d'ouvrir la porte, interdit de mettre le nez dehors, simplement défendre sa famille et sa maison. Vous deviez être mort d'angoisse pour vos enfants? Oui, on était en contact téléphone. On avait encore le téléphone. La partie où moi j'habitais, de ma maison, n'était pas coupée de l'électricité. On avait de l'électricité, contrairement aux 3/4 du Moshav qui n'avaient pas d'électricité. Et ceux qui manquaient d'électricité, bien entendu, au fur et à mesure, la batterie du téléphone a commencé à être faible et donc ils n'ont pas réussi à communiquer. Par contre, cette panne d'électricité qui a été aussi causée par le Hamas nous a beaucoup aidés parce que le renfort que le Hamas pensait avoir par la route, c'est-à-dire les fameux tenderim, les pick-up du Hamas tels qu'on a vu à la télévision, ils sont montés par la route en passant par le Erez, le Mavar Erez, par la route, ils sont montés vers le Moshav. Mais la grille, le char du Moshav, étant donné qu'il n'y avait pas d'électricité, on ne pouvait pas l'ouvrir. Or, comment ils ont fait autour de la bande de Gaza, dans les kibbutz Be'eri, Kfar Aza, etc., ils sont rentrés dans la cabane de bunker qui est à côté du portail. Ils ont appuyé sur le bouton, le portail s'est ouvert. Or, chez nous, on ne pouvait pas. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que des deux côtés du portail, d'un côté, il y avait une muraille, et de l'autre côté, il y avait une dune. Donc, le tender, le pick-up, ne pouvait pas passer. Alors certainement que le Hamas qui était venu en renfort n'a pas pu rentrer. Ils ont décidé de partir autre part, d'aller certainement au kibbutz Erez. Et on avait affaire seulement, entre guillemets, au Hamas qui avait atterri chez nous dans le Moshav. Mes enfants, mes filles qui habitent au Moshav et une de mes petites filles, dès samedi 4 heures de l'après-midi, dès que ça a été possible, sont partis du Moshav. Mais ma femme et moi, on est restés jusqu'à lundi. Quand vous sortez à 4 heures de l'après-midi, qu'est-ce que vous découvrez? Je ne suis pas sorti à 4 heures de l'après-midi parce qu'en attendant, interdire de sortir. Pourquoi interdit de sortir? Parce qu'il y avait encore des cadavres et du sang un peu partout. Les cadavres n'avaient pas été enlevés, ils ont été enlevés seulement le lendemain. Ceux qui sont partis en vitesse, quelques habits, ils sont partis se réfugier dans le centre du pays.
Le lendemain seulement, j'ai pu mettre le nez dehors. Il y avait déjà plus de cadavres sur les routes. Et seulement, lundi, quand on est arrivé ici, en étant en contact avec le reste du Moshav, j'ai commencé à apprendre ce qui s'était passé, bribe par bribe, chacun comment il a vécu. Donc il y a eu 20 morts. Il y a eu 20 morts, 6 de l'acquittation. Une famille qui avait une maison à l'américaine en bois, comme ça, une maison blanche. Le Hamas a envoyé un RPG dans la maison, en des grenades. La maison a brûlé avec le couple à l'intérieur. Une autre famille, Sabine, qui parle français, qui est francophone, qui a raconté son histoire aussi en français à la télévision. Une histoire atroce. Son fils aîné a été tué à Zikim, à la plage de Zikim, où il était parti faire du surf avec des copains. Et son mari aussi s'était caché avec deux de ses enfants dans un abri un des abris qui est dispersé dans le Moshav. Le Hamas l'a découvert, il a quand même eu le temps de tuer un membre du Hamas, mais ils ont envoyé une grenade, ça a tué le mari et blessé les 2 enfants. Très, très difficile. Alors, vous avez, on va dire, vécu quasiment toute l'histoire d'Israël, puisque vous êtes arrivé, vous avez fait votre alia de France en 1959. Vous avez travaillé la terre d'Israël pendant de nombreuses années. C'était une toute autre époque. Le travail de la terre, c'était vraiment un travail. On labourait soit avec le cheval, soit avec 2 bœufs qui traînaient, avec le joug qui traînait la charrue. Et c'était une charrue qui faisait un sillon par sillon. C'était pas 2 ou 3 sillons ou 5 ou 6 comme maintenant avec le tracteur. J'ai eu un contact vraiment... un coup de foudre. Un coup de foudre avec tout ce qui est nature. De la nature, c'est quelque chose d'extraordinaire. Premièrement, le labour. On voit une terre qui est retournée. C'est quelque chose de sensationnel. La beauté du sillon, c'est une des merveilles. Ensuite, la moisson. Comment les plantes poussent. Comment elles changent de forme. Comment ça fleurit, c'est vraiment sensationnel. C'est pour ça que vous avez choisi le sud. Je sais que vous avez été aussi dans le Sinaï. Oui, ça, c'était encore une autre histoire, mais vous avez une vie qui retrace toute l'histoire d'Israël. Le kibbutz, pour moi, c'est-à-dire monter en Israël, ça répondait à 2 de mes espoirs. Premièrement, travailler la terre, et deuxièmement, être libre. En tant que juif? À cet âge-là, bien entendu, on a un idéal. Et l'idéal du kibbutz, c'était donc l'égalité, chacun d'après ses capacités, et tout le monde a exactement la même chose. C'était l'époque, j'appelle ça l'époque bolchevique du kibbutz, à Shomer HaTzaïr. Donc ça me plaisait tout à fait. En 68, on a décidé de quitter le kibbutz. Il y avait plusieurs choses qui allaient pas. M'a été présentée la possibilité de m'installer dans le nord du Sinaï. À l'époque, le gouvernement avait décidé d'implanter des moshavim et des kibbutzim au nord du Sinaï. Et donc j'ai été accepté, j'ai reçu les conditions, une maison, un tracteur pour 2 familles, enfin toutes les conditions qu'il y avait. Et j'ai recommencé à travailler la terre. Alors, vous avez vécu longtemps, presque 15 ans à Yamit. Vous avez aussi été évacué, alors là pour des raisons politiques. Aujourd'hui, vous êtes encore une fois évacué, mais vous avez l'espoir d'y retourner, dans votre moshav. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes en colère? Qu'est-ce qu'on ressent quand on vit 2 fois une situation pareille, sans parler du fait que vous avez aussi survécu au nazisme? Est-ce que vous en voulez à l'État d'Israël? Non, premièrement, l'État d'Israël,
on ne parle pas politique. Je parle de l'État d'Israël en tant qu'État. L'État d'Israël est la chose la plus merveilleuse qui soit arrivée au peuple juif. Enfin, on a un État, enfin on a un asile pour les Juifs du monde entier, où on est sûr et on décide de nous-mêmes ce qu'on veut faire. Dans l'histoire du monde, il n'y a presque aucun pays où les Juifs n'ont pas été persécutés. L'État d'Israël, quelque chose de merveilleux. Maintenant, bien entendu, on discute des frontières. Quand, après la guerre des 6 jours, une certaine partie du peuple israélien disait, bon, ouais, mais nous, Israël, c'est le grand Israël. Et étant donné que Israël avait conquis le Sinaï, donc on était en droit de pouvoir occuper civilement le Sinaï. Par contre, donc il y a eu des accords entre Israël et l'Égypte, mais c'était un prix à payer pour une paix. Tout le monde espérait la paix, c'est-à-dire que depuis que l'État d'Israël... On quitte le Sinaï, on accepte d'être évacué de Yamit, mais on aura la paix. On aura la paix. Donc c'était un prix à payer, ça valait le coup, comme on dit. En 2005, quand Israël a évacué la bande de Gaza, là aussi c'était un prix à payer parce que normalement on devait avoir... ça y est, on n'occupait plus la bande de Gaza, elle n'était plus occupée puisqu'il n'y avait plus aucun juif dans la bande de Gaza. Vous étiez heureux à cette époque-là, vous avez salué ce processus-là. Oui, j'ai pensé que partir de la bande de Gaza, en échange d'une stabilité, c'était quelque chose de bien. Non seulement ça, mais Ariel Sharon, qui était la clé de l'évacuation de la bande de Gaza, nous avait bien entendu dire, mais dès le premier Qassam qui sera tiré, la première roquette qui sera tirée de la bande de Gaza, tout de suite on réagira. Alors, pourtant, déjà depuis 2002, vous aviez le Qassam dans votre village. Oui, et en 2005, donc, normalement, Israël aurait dû riposter. Et pendant toutes ces années, les ripostes ont été vraiment mineures. Quand moi je savais, parce qu'on pouvait voir aussi de loin, quand l'armée israélienne disait « on a bombardé des points stratégiques du Hamas », ben non, c'était pas vrai, c'était une dune par là, une petite tour de perversion comme ça, mais jamais il y a eu quelque chose de vraiment sérieux. Ensuite, il y a eu toute l'histoire de ce qu'on appelle un Sevev, c'est-à-dire c'est pas une guerre, c'est une entrée militaire à l'intérieur de la ville pour nettoyer un peu le camp adversaire, mais on voit que ça n'a pas marché, que je ne crois pas en la paix. Je pense qu'avec les Arabes, les musulmans, il n'y aura pas de paix. C'est quelque chose d'impossible. On peut avoir des accords, c'est-à-dire des accords tant qu'Israël sera fort. Les Arabes considèrent la faiblesse comme une occasion de nous exterminer. C'est pas moi qui le dis. Quand on lit la déclaration du Hamas, ils veulent éliminer l'État d'Israël. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas de paix possible. Arabes et Hamas, pour vous, c'est pareil ? Je veux me baser seulement sur des faits. Tout le monde a vu les vidéos qui ont été filmées par le Hamas le 7 octobre. Alors, on a vu le Hamas qui détruisait les murs et les barrières frontalières, qui rentraient en masse, en quantité à l'intérieur d'Israël pour tuer n'importe qui, n'importe quoi. Mais non seulement les forces armées du Hamas sont rentrées, mais aussi la population de Gaza est rentrée. Et on voit aussi la population qui prend en otage des Israéliens, qui pillent des maisons qui ont été abandonnées, qui ont été brûlées, et certainement qui violent aussi des femmes.
Et ils prennent des prisonniers et ils les livrent au Hamas, ou non. Donc la population est mêlée. Quand on voit aussi les vidéos qui ont été filmées par le Hamas, et quand on voit comment les otages sont amenés à l'intérieur de la bande de Gaza, et comment les forces du Hamas sont applaudies, et on jette des bonbons, et on jette du riz, et on tape sur les otages avec des morceaux de bois, et on leur jette des pierres. Donc c'est pas une population innocente. Là, le problème, c'est que l'éducation que les Arabes reçoivent, dès leur plus jeune âge, c'est une éducation de haine. Golda Meir disait qu'il y aura la paix qu'entre les Arabes aimeront leurs enfants plus qu'ils nous haïssent, nous les Juifs. Comment vous voyez l'avenir aujourd'hui? Parce que vous parlez de retourner vivre dans votre moshav, vous l'appelez de vos voeux, c'est l'endroit où vous avez, que vous avez créé, puisque vous faites partie des fondateurs. Vous aimeriez y vivre de nouveau avec votre famille? Comment vous imaginez votre futur? Premièrement, tel que je vous ai raconté, en général, presque toute ma vie, j'étais à une frontière. Premièrement. Deuxièmement, Israël ne peut pas survivre si tout le monde s'enfuit. Quand je vois la motivation des militaires, des soldats, parce que chaque famille a un fils, un petit-fils, un arrière-petit-fils à l'armée. Et quand on voit leur motivation, tellement ils sont prêts non seulement à défendre Israël, c'est pas seulement défendre Israël, c'est faire en sorte que Israël survive et vive. C'est un État. Il y a des pays qui peuvent accepter ou qui peuvent survivre à une défaite militaire. Israël ne peut pas. S'il y a une défaite militaire en Israël, on sera tous égorgés. Vous m'avez dit que vous n'en voulez pas à l'État d'Israël. Est-ce que vous en voulez à l'armée? Ah non, pas du tout. J'en veux à la conception. On n'a pas été armés de façon à se défendre. Les militaires qui étaient stationnés au Moshav, c'était pas des combattants. Alors, c'est dû à quoi d'après vous ça? Pourquoi ça a bugué, on va dire? Probablement, je pense que depuis la guerre des 6 jours, on a un problème avec l'élite de l'armée. On est tellement supérieur, on est tellement intelligent, on est tellement bien équipé que les petites choses ne sont pas prises en considération. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des tatsmidariot qui ont averti qu'il y avait quelque chose qui se produisait, et d'autres militaires des services de renseignement, mais personne ne les a écoutés. Ils n'étaient pas assez gradés pour qu'on puisse les écouter. Pendant la guerre de Kippour aussi, la mentalité était on est tellement fort, on peut se mesurer à n'importe qui, à n'importe quoi, et la preuve c'est que non, on n'était pas préparé. Et il y a une chose que j'ai pas du tout digérée jusqu'à ce jour, c'est que après la guerre de Kippour, il y a eu la Vadat Agranat. Vadat Agranat a été créée pour savoir exactement ce qui s'était passé du point de vue militaire. Et les hommes politiques n'ont pas été pris en considération, c'est-à-dire c'était simplement le côté militaire qui était intéressant. Je sais que Dado, qui était alors chef d'état-major, voulait mobiliser. Golda Meir a dit non. Moshe Dayan a dit non. Si on avait mobilisé bien avant, alors on savait qu'il y avait la guerre de Kippour, puisque le beau-frère, on était averti. Mais ça n'a pas été préparé. Il y avait énormément de matériel qui était de matériel militaire qu'on ne pouvait pas, qui était pas indisponible et pas en état de marche. Moi, c'est à l'époque de la guerre de Kippour, j'étais dans une unité de camions anti-chars. Alors là aussi, c'était ridicule, on va dire, et triste, parce que, premièrement, c'était des camions, des canons
qui datait de la Deuxième Guerre mondiale. J'appelais ça un canon à tir unique. Il faisait tellement de bruit et de poussière que n'importe quel char en face pouvait nous attaquer, nous envoyer à la mort pour rien. Les similitudes que vous voyez entre Kippour et l'attaque du 7 octobre, c'est Oui. celle-là, c'est une espèce de conception erronée de la situation Tout à du fait. terrain? Tout à fait, une conception erronée de la situation. Et ne pas écouter Amra, le peuple. Est-ce que vous avez envie que la guerre se poursuive? J'ai envie que le Hamas disparaisse complètement et que la riposte d'Israël soit pas ki'ilou, soi-disant on a fait quelque chose. Non, il faut éradiquer le Hamas, ça c'est sûr. Le concept donner de l'argent par l'intermédiaire du Qatar pour avoir la paix, c'est erroné. Ça n'existe plus, c'est plus de mode. On ne peut pas le faire. Et je suis en colère. J'ai énormément de reproches à toutes les institutions internationales, à la Croix-Rouge qui est vraiment incompétente. Alors pour accuser Israël, ils sont les premiers. Mais ils n'ont même pas été capables d'amener des médicaments aux otages du Hamas. C'est quoi comme institution internationale avec un budget énorme? Alors votre réaction après la Shoah, ça a été de faire, enfin en tout cas de créer une grande famille. Oui, c'était important pour j'appelle vous. ça ma vengeance du nazisme. Ah, vous avez voulu exterminer les Juifs? Ben moi je vais faire des enfants et je vais faire partie d'Israël, là où il y a énormément de Juifs. Ça va être quoi votre vengeance contre le Hamas? De continuer, justement, de revenir à Netiv HaShara. J'ai mes 3 filles qui habitent là-bas, ma petite fille aînée qui habite là-bas, donc j'ai aussi des arrière-petits-enfants qui sont là-bas, et de continuer. Le Moshav Netiv HaShara, quand on est parti du Sinaï en 82, on était 70 familles. Aujourd'hui, on est plus de 800 habitants à Netiv HaShara. On s'est agrandi, les enfants, une partie des enfants sont venus vivre avec nous, aussi des gens de l'extérieur, on s'est agrandi et on doit encore s'agrandir. Donc votre vengeance, c'est de vous agrandir. Agrandir le Moshav, oui. c'est ce que vous espérez Non faire. seulement survivre, mais vivre. Il y a une différence. Qu'est-ce que vous souhaitez au peuple d'Israël? Je souhaite au peuple d'Israël d'avoir des dirigeants à la hauteur du peuple. C'est très simple. Quand on voit l'organisation du public, l'entraide, l'amour, c'est quelque chose enthousiasmant. C'est quelque chose que je ne sais pas si une autre nation aurait été capable de faire ça. Par contre, ce que j'appelle les politiques, et pour moi, politique, c'est une injure. C'est un mot sale. Quand je vois les politiques, comment ils se conduisent, c'est catastrophique. Ou à l'époque de Ben Gurion, ou à l'époque de Menachem Begin, comment est-ce possible qu'on ait un gouvernement avec une infinité de ministres, de sous-ministres? C'est impossible. J'espère que la claque qu'on a reçue le 7 octobre nous servira de leçon et sera un tremplin à réparer les fautes que nous avons commises. Merci beaucoup, Yann. Je vous en prie.